La levée du moratoire par la justice peine de mort ainsi que l'accord entre la RDC et la Russie, ce sont là les deux sujets phares que nous aurons justement exploités tout au long de cette émission. Nous avons reçu pour vous Pompon Joly. Il est justement chercheur à l'Assemblée nationale à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Très bien, monsieur Pompon, j'étais en train de dire que la levée du moratoire par la justice peine de mort est justement notre tout premier sujet. Nous allons commencer avec ça. Et êtes-vous d'abord d'accord avec le gouvernement concernant la levée du moratoire? Bon, je suis d'accord, mais connaissant la réalité de notre pays, il y a aussi des questions qui se posent. Hein. Vous savez, le président lui-même a condamné la justice de notre pays. Or, lui, il est le garant du bon fonctionnement de nos institutions. Et les cours et tribunaux en fait partie de nos institutions. Alors, sur le garant, le numéro 1 condamne la justice et qu'aujourd'hui, vous avez le ministre de la Justice qui vient pour lever ces moratoires-là. Issu d'une réunion du Conseil des ministres, la 55e réunion du Conseil des ministres. Oui, et il y a des questionnements qui se posent aussi. Et vous savez, lorsqu'on analyse, il faut aller dans l'aspect historique. Avant 2003, cette peine de mort-là existait au Congo. Et puis depuis 2003, 20 ans après, depuis 2003, que le gouvernement a fait ces moratoires-là. Et selon l'histoire, en 2003, qu'il y a eu une conglomérat, une coalition de belligérants. En plus 4 qu'on a connu. Et alors, les différents belligérants venaient de recoins de notre pays qui étaient des chefs de rebelles. Arrivé à Kinshasa, on entame les pouvoirs de 1 plus 4 avec cette politique-là de lever des moratoires sur la peine de mort. Et puis, quelques années après, je crois 3 ans après, on a eu la constitution qu'on a aujourd'hui. Cette constitution-là, elle est l'enfant, elle est née lors du dialogue intercongolais en Afrique du Sud. Vous voyez? Et ce dialogue-là, c'était un dialogue de belligérants. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on conçoit une constitution. Il y a des étapes. Mais nous avons une constitution où les différentes puissances se sont imposées pour se protéger par rapport à leur pouvoir. Et alors, pourquoi la levée des moratoires? Quelles sont les raisons? La nécessité, l'opportunité, c'est la question. Donc, ce sont ces belligérants qui se sont dit, oui, on doit conglomérer nos forces pour parler d'un nouveau Congo, une refondation. Il fallait passer par là? Il fallait passer, selon les belligérants, pour se protéger. Parce que sachant que j'ai tué avant d'arriver ici à Kinshasa. J'ai trahi ma nation avant d'arriver ici à Kinshasa parce que le MLC était parrainé par l'Ouganda, les RCD, les différents RCD, Rassemblement démocrate congolais, les parrains c'était les Rwandais connus, vous voyez. Donc, parce que vous savez déjà que non, nous sommes une nation, il y a un bourreau qui est en face de nous, qui nous agresse, mais vous allez aller vers le bourreau pour avoir le pouvoir. C'est déjà une trahison, c'est une haute trahison. Alors, que faire pour se protéger? Il fallait lire les documents qui régentaient la société de cette époque-là. Il y a eu des articles qui ne favorisaient pas ces belligérants-là de bien œuvrer à Kinshasa. Alors, il fallait faire une pression douce pour dire que, ok, d'accord, on descend à Kinshasa, mais on a besoin de garanties. Tous les textes qui sont ici, ça ne nous garantit pas. Alors, il fallait faire des manœuvres pour qu'on enlève cette disposition-là. Et ça a été une déception aussi par rapport à cette époque. Parce que vous savez, la société, elle est évolutive. Dans le contexte de cette époque-là, vous voulez à ce qu'on puisse élaguer ce dispositif-là. Et ça a été élagué. Nous continuons avec le Congo. Mais la trahison continue. Que faire pour endiguer ou élaguer la trahison? Parce que vous savez, un penseur a dit, si vous voulez attaquer un étranger, vous voulez attaquer un bourreau, si vous avez 10 balles, il faut mettre 9 balles pour les gens qui sont avec vous, vous voyez? Parce que pour les traîtres, et une balle, vous allez le réserver à un bourreau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'agression rwandaise via les M23. Si nous avons 10 balles, donc au lieu de tirer les 10 balles vers les M23, tirons les 10 balles sur le plan interne, c'est-à-dire les généraux, les colonels, et une seule balle restante, nous allons maintenant tirer les M23. Parce que le M23 ne peut pas être fort s'il n'est pas informé. Parce que la force d'une nation réside dans sa capacité
d'anticiper une information. Lorsque les informations se fuitent, vous n'êtes plus fort. Donc l'hégémonie d'abord, c'est le renseignement. C'est pour cela, le renseignement est défini comme les services d'intelligence. Lorsque vous avez une information, vous pourriez plutôt détourner ça. Mais lorsque vous manquez une information, ça devient compliqué. Soit lorsque vous boutiquez des stratégies, une minute après, toute la stratégie boutiquée, c'est l'ennemi qui en a. Alors, que faire maintenant pour endiguer tout ça? Alors, reprenons maintenant l'ancien système des peines de mort. Moi, je pense que c'est quelque chose à louer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut que l'on fasse avec beaucoup de respect, en respectant les textes. Parce que vous savez, ici au Congo, on sait comment la machine politique fonctionne. Hein? Lorsqu'on est, vous dérangez le système, vous êtes une personne à battre. Vous êtes une personne à battre, vous voyez. On a vu quelqu'un qui a été aujourd'hui, lui-même, il s'est engagé 3 balles. Donc, il est dehors, il tire, et puis il va vite dans sa voiture pour se tirer. Donc, vous voyez, tout ça, ça se pose des questions. Alors, si vraiment, cette peine de mort-là plutôt, et ça doit respecter le jus et coutume, le principe juridique, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais si c'est pour les émotions politiciennes, là, je ne serais pas d'accord. Mais sinon, on a besoin de ça au Congo actuel. Vous êtes d'accord? C'est très important. Mais je vous ai vraiment suivi avec attention. Vous avez beaucoup plus tablé sur les ennemis, parce que là, je vois l'agression rwandaise. Mais même les ennemis internes, je parle même des Congolais. Pour les ennemis internes, je prends le cas des inciviques urbains. Hein? Je prends le cas de Kuluna. Et si on exécutait, c'est un danger. Pourquoi un danger? C'est pas violer enfin, le droit de l'homme. C'est comme si vous avez mis à côté les droits de l'homme. C'est quoi d'abord? Comment on définit les droits de l'homme? Vous savez, l'homme a le droit et le devoir. C'est-à-dire, le Kuluna a les droits, il n'a pas de devoir, a les droits d'éventrer, a les droits d'éventrer une maman qui est enceinte. Le Kuluna a les droits de tout prendre ton argent. Le Kuluna a les droits de couper tes bras, c'est ça. Donc toi, tu n'as pas un droit de te défendre. L'État n'a pas le droit de se défendre. Parce que l'État, en quelque sorte, c'est quoi? Pourquoi on a créé l'État? L'État n'existait pas avant. Il y avait des gangs partout. Homme lupus homo. C'est-à-dire qu'avec ces guerres, les gens se sont mis d'accord pour chercher à mettre un nouveau système qui va permettre à la société de vivre paisiblement. C'est-à-dire que un bon climat. Et on a créé l'État. Parmi la création, les objectifs de l'État, c'était la sécurisation des personnes et de leurs biens. Alors, lorsque Kuluna vient pour t'arracher quelque chose, lorsque Kuluna vient mais pourquoi pas prendre d'autres dispositions au lieu non, il devait aussi, comme d'habitude, au conseil de ministres, il fallait quand même voir quelque chose d'autre, parce que là, c'est comme si on était en train d'agresser nos propres fils de la famille ou nos propres fils maison. Et les fils de la maison ont l'obligation de tuer leurs propres sœurs et frères. Vous savez, il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on a la peine de mort. Il y a eu d'abord la première stratégie pour endiguer ces systèmes-là, c'était les Mbata Mikolo, vous les connaissez bien sûr. Il y a eu des cris par-ci, par-là des ONG internationales des droits de l'homme. Moi, je posais des questions aux droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? Les droits de l'homme, la veste que vous avez portée, c'est un droit. Le stylo que vous détenez là pour écrire, vous avez un droit d'acheter un stylo. Mais vous avez aussi des devoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser au Kuluna de tuer les gens sous prétexte que non, ils ont leur droit de l'homme de tuer. Mais l'autre là, il n'a pas le droit de se protéger. Parce que c'est l'État qui protège. C'est l'État qui doit protéger l'autre. C'est l'État qui protège. Et l'État fonctionne avec les textes. Lorsqu'on parle d'un État de droit, ça veut dire quoi? La nomocratie, la nomos kratos, le pouvoir de la loi. Et la loi, moi je suis au niveau de l'Assemblée nationale, la procédure qui subit une loi ou un projet, une loi, pour arriver au niveau de la publicité que nous appelons le journal officiel. Il y a 9 étapes. C'est une procédure grande. C'est-à-dire que l'auteur vient avec un projet ou une proposition. Donc, lorsqu'on parle d'un projet, c'est le gouvernement. Lorsqu'on parle d'une proposition, c'est un député ou un sénateur. Il vient avec sa proposition. Il dépose au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau prend la proposition. Il envoie chez les bureaux d'études. Et les bureaux d'études fait ses avis et considérations pour renvoyer encore au bureau de l'Assemblée nationale. Et il y a des va-et-vient avant que cette proposition soit alignée à la plénière. Et dès que vous finissez avec les débats à la plénière, on va encore envoyer ça au niveau des commissions. Okay.
pour voir si ça rime, ça corrobore avec la Constitution, s'il y a des vices, quelque chose à élaguer. Il y a une grande procédure, 9 procédures à peu près. Vous finissez, si le président prend son micro pour faire passer cette proposition à une loi, si les différents députés votent majoritairement, vous prenez encore cette proposition-là, vous les envoyez au Sénat pour une seconde lecture. Le Sénat finit son travail et le bureau prend les travaux pour aller avec ça à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, le travail de la Cour, c'est quoi? C'est pour voir la constitutionnalité de ces projets de loi ou propositions de loi. Et lorsque ça passe, il y a maintenant, ça devient maintenant une loi avec la force où tout le monde est censé de la connaître et cette loi doit être au-dessus de tout le monde. Et le président prend son stylo pour signer et il envoie au journal officiel. Le journal officiel, la STMC publie. Là, c'est pour cela qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi parce qu'elle a subi les caractères de la publicité. Donc, moi, colonel, pour m'élancer un vis-à-vis, un compatriote, je ne peux pas le faire au nom de la loi. Parce que l'État, c'est comme ça que l'État a été conçu. Alors, lorsque le Koulouna tue, il fallait prendre des mesures. Mais il faut dire que ce ne sont pas tous les Koulouna qui tuent. Hein? Ce ne sont pas tous les Koulouna qui tuent. S'il ne tue pas, il t'arrache les biens précieux, par exemple. Ce n'est pas tuer quelqu'un. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui tombent, qui font des AVC parce qu'ils ont perdu peut-être quelque chose de cher, des précieux. Vous voyez, précieuses plutôt. Donc, c'est-à-dire, moi, je crois. Est-ce qu'avant, c'était Koulouna, vous envoyez les Koulouna dans les communes reculées? Aujourd'hui, Koulouna, ça devient un fléau. Ça devient un fléau. Ah, mais c'est pour cela l'État, pour éviter que son pouvoir s'effrite, il instaure l'ancien système de moratoire, plutôt des peines de mort. Mais le système de la peine de mort, voyez-vous que lorsque nous tournons un regard envers le Koulouna, on se dit que c'est comme si ça va encore retomber sur nous-mêmes, la population. Et puis ça craint. Madame, vous savez, il y a un penseur qui a dit « diriger, c'est décevoir ». Lorsque les politiques prennent des décisions, s'il faut seulement écouter la rue, nous allons retourner à un stade où on appelait la jungle. Aujourd'hui, vous allez être contre ça. Peut-être demain, vous allez comprendre pourquoi ça. Pourriez-vous imaginer un député qui se dit élu du peuple, mais prend les micros pendant la plénière pour dire que, voilà, Monsieur le Président, si je demande le micro, parce que le milice de ces députés venait dans mon territoire pour piller et tuer mon peuple. Et si je suis venu ici pour dire à ces députés d'interdire à ces peuples de fouler les pieds dans mon territoire. En sachant que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais un présumé député s'est dit, j'ai un territoire et les voisins, un député aussi voisin qui accepte à ses partisans de venir dans ce que les Congo n'est plus un État. Vous voyez? Et alors, ce n'est pas aussi intéressant à tout moment d'être rappelé à notre État ses prérogatives. Et le Conseil des ministres, c'est un moment ultime où il y a des grandes décisions qui sortent. Parce que chaque différent département ministère vient faire le rapport. Parce que le gouvernement, il faut comprendre c'est quoi le gouvernement. Le gouvernement, c'est le moteur des régulations de la vie humaine. Tout ce que nous plairons ici, tout ce que nous disons, nous demandons, la réponse de nos déshydratants, c'est le gouvernement qui en a. Alors, lorsque le gouvernement vient avec ça, vous allez comprendre que non, c'était une demande du peuple congolais. Parce que le gouvernement n'agit pas comme ça. Il faut comprendre comment est régenté, comment fonctionne le système étatique. Les députés, au niveau de l'Assemblée nationale, font un grand travail. Il y a 3 mois de session, il y a 3 mois de vacances parlementaires. Lorsque le député rentre dans sa circonscription de base, qu'est-ce qu'il fait? Les députés récoltent tout le déshydratat. Et à la fin des vacances parlementaires, les députés produisent un rapport. Dans les rapports, ils mettent tous les besoins politiques, sociaux, culturels. Et ils viennent déposer ça au bureau. C'est débattu à la plénière. Après, le bureau prend les différents rapports, les 500 rapports, pour aller avec ça au gouvernement.
Et lorsqu'on fait un programme du gouvernement, on tient compte de ces rapports-là. C'est bien. Ici, il y a des colonels, ici, il y a ceci, ici, il y a cela. Et comment résorber ça, via les demandes de nos députés par rapport à leur base. On prend maintenant tous ces rapports et nous allons maintenant faire la symbiose pour avoir un projet de société. Et ces projets de société-là sont abrogés au niveau de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle la motion d'approbation. Donc voilà un peu. Il faut comprendre le système, comment il est regenté. Vous allez comprendre que toutes ces sanctions viennent de quelque part. Ça ne vient pas en odin plutôt. Très bien. Aujourd'hui, le gouvernement élève le moratoire sur la peine de mort. Est-ce la procédure est-elle respectée juridiquement? Bon, moi, je suis un politologue, j'ai fait des sciences politiques. Vous allez quand même analyser, tant qu'analyste politique, bien sûr. Bien sûr, j'ai fait des sciences politiques. Vous savez, on doit éviter d'être des intellectuels déguisés. La procédure, je pense que c'est une procédure juridique. Alors moi, je suis un politologue. Mais sur le plan politique, je vous ai répondu, j'ai dit, sur le plan politique, c'est quelque chose de positif. Procédure ou pas, il y a des choses. Lorsqu'il y a l'urgence dans un pays, en tout cas, il n'y a aucune disposition constitution qui est respectée même aux États-Unis. Et l'agression rwandaise passe par la trahison. Vous avez vu vous-même, il y a des députés. L'FC, si on doit parler de l'FC et qu'on sort. Il y a des députés aujourd'hui, même pas un mois qui étaient députés, aujourd'hui font allégeance au niveau de ces rébellions-là. Très bien. Vous voyez, ça pose déjà un problème. Vous savez, un député a déjà un salaire de base, Molima, 22 000 $ chaque mois. Sans compter d'autres avantages que personne ne sait ici. Lorsque vous avez 22 000 $, seulement un mois seulement où vous êtes... c'est pas 22 000 $. 22 000 comment? 21 000 $. Non, 22. Les 21 000 $ sont des députés les députés qui ont dit non à l'Union sacrée, qui ont 21 000 $. Les députés qui ont dit oui à l'Union sacrée, il y a 1 000 $, on a majoré un excédent. Alors, vous voyez déjà quelqu'un qui touchait 22 000 $, il s'est dit, du coup, il est de l'autre côté. Donc, ça dit, il n'est pas les seuls. Vous allez les trouver partout, dans le gouvernement, dans les différentes institutions de la République. Comment mettre fin à ça? Et puis, c'est quoi? C'est comme vente aux enchères. Vous voulez avoir un poste ministériel. Si vous êtes rebelle, après le dialogue, vous avez la facilité de devenir militaire, plutôt ministre. Si vous étiez militaire, après le dialogue, vous avez la facilité de devenir colonel full ou général. Alors, comment mettre fin à ça? Il fallait ce genre d'initiative. D'ailleurs, ça, ce n'est pas la première. Je crois en 2021, à la session des sessions budgétaires de septembre 2021 ou 2022. Il y a eu, parce que l'Assemblée nationale, au-delà de ses missions, elle a aussi une autre mission. Elle fait des recommandations au gouvernement. L'Assemblée nationale a fait des recommandations au gouvernement pour dire au gouvernement, d'interdire au gouvernement de faire des brassages, des mixages et des réinsertions de groupes armés ainsi que terroristes et M23 dans nos services et entreprises ainsi que FARDC. Et cette recommandation a été votée dans donc dans l'ensemble des députés. C'est presque tous les députés qui ont dit oui. Unanimité, voilà. Il n'y a eu que 2 députés qui ont dit non. Entre autres, Mwanga Chuchu et Nyaruga. Le député qui s'est dit congolais. N'est-ce pas? Et ces recommandations, l'objectif de ces recommandations, c'était quoi? C'est d'interdire aux terroristes de se mixer dans nos services. Parce que leur mixage fragilise le système juridique de notre pays. Et là où on tue nos femmes, là où on viole nos femmes, là où on tue nos enfants, le gouvernement veut donner une solution. Toi, un prétendant congolais, tu es contre la solution, tu es contre la fin de la guerre. Vous voyez? Donc, face à tout ça, je pense que le gouvernement doit agir. Parce que le gouvernement est gouvernement parce qu'il y a eu les peuples. Parce que les peuples jouent plusieurs rôles, 2 rôles d'ailleurs majeurs. Le premier rôle, les peuples donnent à l'État les animateurs via les élections. Deuxième élément, le même peuple a donné les animateurs, il vient encore pour vous donner les moyens de votre politique via les impôts et taxes. Donc ça dit que c'est pour cela, l'article 5 de la Constitution définit le pouvoir. Ce n'est pas le président, ce n'est pas les cours et tribunaux, mais le pouvoir, c'est le peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Ce peuple-là,
qui donnent le moyen. Si on a 16 milliards de dollars, c'est parce que moi, vous et moi, on a contribué. Si on a Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est parce que vous et moi, nous sommes dit, un dimanche, on ne doit pas aller à la messe, on doit aller donner la voix parce que on définit notre projet, notre avenir par rapport à celui-ci, par rapport à sa vision. Très bien. Alors, on est quand même obligé d'être à l'aise, d'être sécurisé. Donc, pour être sécurisé, il faudrait des lois qui vont rimer, qui vont s'adapter à nos réalités socio-culturelles. Donc, ça corrobore avec la réalité congolaise dès l'agression. La peine de mort est vraiment quelque chose de positif. Très bien. La question autour de la peine de mort. Mais comment cela devra être appliqué? Est-ce que ce sera par coup de balle, par suicide? Ah voilà, peut-être c'est dans les... Là, on n'a pas encore dit, mais je pense que si nous interrogeons l'histoire, c'est par pendaison, hein, parce que la dernière fois qu'on a vécu ça, c'était au Stade des Martyrs. C'était les 8, hein, les 8 pandis. C'était au Stade des Martyrs. Après le procès, à la fin, il fallait en public devant tout le monde. Et c'était par pendaison avec la corde. Bon, aujourd'hui, par rapport à l'évolution, je ne sais pas si on va acheter des chaises électriques ou ça sera par des médicaments ou par balle, je ne sais pas. Mais selon l'histoire, on a vécu avec le coude. Donc, si on doit revenir à ça, je ne sais pas, peut-être c'est ça. Et maintenant, sûrement de nous expliquer... Sûrement qu'ils vont quand même améliorer la façon de faire les choses. Peut-être améliorer, voilà. Votre dernier mot avant de passer à notre sujet? Le dernier mot, j'ai dit, les Congolais vont comprendre comment la société, comment il y a la trahison à plus haut niveau. À un certain niveau, lorsque vous gérez, lorsque vous dirigez, il ne faut pas toujours bercer la bête en suivant l'essence de ses poids. Il faut souvent donner des solutions aujourd'hui qui va peut-être fâcher le paisible Congolais, mais après 2 ans, et les Congolais vont comprendre, non, c'est disposition Congolais. Moi, je crois, j'ai interdit d'ailleurs aux ONG fameuses, ONG internationales droits de l'homme. Moi aussi, j'en fais partie d'ailleurs, mais je suis contre. Parce que je travaille avec les Américains IRI. Ils m'ont demandé d'aller faire le monitoring dans les commissions de l'Assemblée nationale. Et j'ai fait un débat avec une Française pour dire, vous prenez la démocratie, n'est-ce pas, madame? Oui. C'est que vous nous demandez, c'est contre la démocratie ou c'est pour la démocratie? Parce que moi, je lis les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur est clair que les réunions des commissions, c'est réservé qu'aux députés. Moi, je suis non-député, comment je peux aller monitorer une commission dont il n'y a pas d'accès selon le règlement? Ah, c'est ça, quel dispositif? Je lui ai donné des dispositifs et la femme a été tuée. Elle a compris qu'il y a des Congolais qui aiment leur nation. Parce que moi, je n'ai que 2 choses, à part Dieu. Il y a ma nation et ma famille. Quand tu touches à ma famille, tu me vois sur ton chemin. Quand tu touches à ma nation, tu me vois sur ton chemin. Là, je ne pardonne personne, peu importe ton âge. Vous voyez? Donc, on doit aimer le Congo. S'il y a quelqu'un qui peut se dire, moi je dis, je viens député au niveau de l'Assemblée nationale, il est un nabo, ce monsieur. Au Saranangaï, il parle en Swahili et Linga. Dans la Boma, il y a 10 000 personnes. Ça, c'est Kinshasa. Il dit ça à un journaliste. Vous voyez déjà? Donc, pour lui, c'est comme une vente aux enchères. Donc, donnez-moi les pouvoirs, parce que derrière moi, il y a des litrages de sang. Et le sang des Congolais. On ne peut pas, on ne peut jamais accepter ça. Il faudrait une loi qui va vraiment sanctionner ce genre de personnes. Et je suis tout à fait d'accord. Il faudrait aussi comprendre que la vie ici, sans le sang, la vie n'a pas de sens. Là, voilà. C'est selon vous. Selon l'humanité. C'est quoi la prière? Comment la prière? Sans le sang, est-ce qu'ici, il y a des pasteurs qui prient à tout moment pour que le pays... Nous sommes le fruit du sang, n'est-ce pas? Nous sommes le fruit du sang. On a été sauvés par Jésus. Par quoi? Par le sang. La prière dans la jungle, la prière d'un antilope vis-à-vis d'un léopard ou d'une lionne, c'est quoi? Mais les hommes Seigneur, protège-moi. Et les lions disent quoi? Seigneur, protège-moi, donne-moi la force d'attraper les gibiers. Et les gibiers, qu'est-ce que les gibiers disent? Seigneur, protège-moi pour que le lion ne puisse pas m'attraper. Le principe de la vie, on ne peut pas s'habiller sans le sacrifice. Ça, là, ça vient peut-être d'un arbre. Il fallait couper ça. Il faut comprendre la vie. Mais il ne faut pas seulement verser le sang, parce que même avec la paix, on peut aussi trouver la solution. C'est quoi le sang? C'est les sacrifices. Sans les sangs, il n'y a pas de résurrection. Sans les sangs, il n'y a pas de... Il n'y a rien sans les sangs.
On ne peut pas manger le œuf sans casser, l'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas manger la viande des porcs sans les tuer. C'est ça la vie. C'est un principe universel. C'est une obligation. On tue pour vivre. Très bien. C'est ça. Très bien, mesdames, messieurs, nous poursuivons notre émission. Nous allons passer cette fois-là à notre deuxième sujet, les tout derniers sujets, où nous parlerons justement de l'accord entre la RDC et la Russie. La question taraude dans nos têtes. Récemment, le gouverneur, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, reconnaît n'avoir pas signé l'accord entre la Russie, mais la Russie reconnaît quand même cet accord, mais il y a contradiction d'une part à une autre. Vous savez, la vie internationale est caractérisée par son ambivalence. Ça veut dire le comportement joue un très grand rôle. Et nous avons un pays qu'on appelle la RDC, la République démocratique du Congo, qui est géré aujourd'hui par Félix Tshisekedi. Ce qu'il faudrait comprendre qui est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vers les années 83, il était déjà à côté de son papa, je crois à l'âge de 19 ans. 90, il a été représentant de l'IDPS à Benelux, donc c'est comme un ambassadeur. Vous savez, Benelux, c'est en Belgique. Et la Belgique, c'est le pays qui nous a colonisés. Dans la politique congolaise, sur le plan international, siège au niveau de la Belgique. Et la même Belgique est comme une capitale de l'Union européenne. Donc, la politique européenne, c'est vraiment la Belgique que nous voyons. Vous voyez? Et Félix, lui, il définit la vie internationale de sa manière. Parce qu'en diplomatie, il y a un principe, il y a des principes, il y a des soft power et hard power, c'est-à-dire la puissance douce et la puissance forte. Mais on procède d'abord par la puissance douce. C'est-à-dire la puissance douce, c'est la diplomatie, de bouche à l'oreille. Pourquoi vous nous tuez? Pourquoi vous faites ça? Voilà, vous voulez quoi? Moi, je vais vous donner ça. C'est-à-dire, cette politique-là, de bouche à l'oreille, c'est aussi le sève de la vie internationale. Mais après, il y a aussi les armes. La diplomatie sans les armes, c'est comme vous jouez, c'est comme si vous construisez la maison sans les fenêtres. C'est-à-dire, la diplomatie rime avec les coups de balle. Parce qu'en diplomatie, c'est les rapports de force qui comptent. Eux, l'intérêt. Là, on conjugue à l'intérêt. C'est ce que je vous ai dit. Même si on tue 50 000 aujourd'hui en RDC, ça ne change rien par rapport à la vie internationale. Le conglomérat vont vous demander, nous avons besoin de coltan, nous avons besoin de zinc pour nos entreprises. Et l'autre là a tué 50 000, il nous a donné ce que nous avons besoin. Vous nous donnez quoi? C'est ça ce qu'il faut chercher. Non, les intérêts. Les intérêts. Il n'y a pas une question de sang là-bas. Okay. Il n'y a pas une question de cœur. La vie internationale, si tu as des cœurs, il faudrait laisser ça. Ça n'a pas été fait pour vous. Là, on prend des grandes décisions, même si les gens meurent, la seule question qu'on demande, l'intérêt, mon intérêt. Et ce que nous devons demander peut-être à notre gouvernement, c'est quoi les discours utilisés, c'est quoi les paradigmes utilisés aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre-là. Parce que ça devient quelque chose de trop bizarre. Vous savez, avant 1997, l'hégémonie en Afrique subsaharienne a été dominée par les Zaïre. C'est Mobutu qui dominait l'Afrique noire, tout, du nord au sud, sans compter le nord où il y a des Maghrébiens. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ces paradigmes-là puissent tourner? Et aujourd'hui, ça a été chippé par le Rwanda. Rwanda utilisait quel discours? Rwanda était avec qui? Lorsque vous analysez ces genres de questions, la première des choses, c'est l'identification des problèmes. Lorsque vous identifiez les problèmes, vous estampillez les problèmes et après, vous allez faire la suite logique. Aujourd'hui, vous faites des coalitions avec la Tanzanie, par exemple. Or, le malheur de la RDC, l'agression rwandaise, a passé d'abord par la Tanzanie. Okay. C'est la Tanzanie qui a donné le go au Rwanda de venir nous piller et de venir nous agresser. C'était vers les années 80. Très bien. Où à cette époque, les Zaïre étaient encore un pays grand. La Tanzanie, c'était un pays très pauvre, dirigé par Nyerere, Julius. Julius s'est posé des questions. Comment développer mon peuple? Et il a initié une politique Ujamaa, si j'ai une bonne mémoire. C'est-à-dire que parler avec mon peuple, un dialogue direct.
Il vient comme ça, devant le peuple, avec son équipe, le secrétaire est là, il échange avec le peuple. C'est quoi? En tout cas, ici, il y a le Kuluna, ici, il n'y a pas de courant, patati, tout ça. Il prend les déshydratants, il fait la tour de la Tanzanie au finish, il prend tous ces déshydratants pour transformer ça en un document. Aujourd'hui, la Tanzanie est plus riche que nous. Et la Tanzanie a coopéré avec les Occidentaux. Bon. Nous voulons faire tomber Mobutu, mais il est très fort. Tous les pays ont perdu Mobutu. Qui peut faire face? Ouganda perd, le Rwanda perd, les Kenya. Et il a dit, moi je peux les faire. Donnez-moi seulement les moyens, je les ferai. Et c'est par là que la Tanzanie a initié la politique pour faire entrer, infiltrer les Rwandais au Congo. Et aujourd'hui, nous sommes infiltrés. Mais vous allez voir, nous négocions avec la Tanzanie pour mettre fin à l'agression rwandaise en l'Est de la RDC. Ça comprendre que non, si nous sommes aujourd'hui infiltrés, c'est parce que Nyerere a facilité. Je vais vous amener des éléments. On peut quand même conclure qu'ils seront aussi des traîtres face à la RDC. Non, ce sont des traîtres parce que c'est la politique qui continue. Vous savez, le mal avec nous au Congo, lorsque nous dialoguons, nous envoyons qui? Ces mondes-là. Est-ce que la RDC doit vraiment commencer à dépendre des autres? Même le Congo, parce que vous savez, la guerre, hein, c'est. La guerre, en principe, c'est lorsque le paradigme interne ou lorsque l'État ne sait pas répondre aux déshydratants, aux besoins de sa population, cette frustration se crée et ça va ouvrir des poches de guerre. C'est bien. Vous voyez? Il y a un simple adage qui dit « un ventre affamé n'a point d'oreille ». Ben, c'est faux. Ventre affamé a une oreille. Ventre affamé écoute le populisme. Okay. Si vous ne mangez pas, comme aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Alors que nous avons un barrage hydroélectrique qui est deuxième au monde après Saint-Georges de la Chine. En termes de production d'électricité, nous serons premiers si on alimente tous les 3 turbines. Saint-Jean de Chine, premier, mais il n'y a pas, ce qui se passe ici en Chine, non. Nous avons un grand barrage au monde, mais il n'y a pas de courant. Aujourd'hui, j'ai pensé porter une cravate avec une chemise blanche, mais je n'ai pas pu parce qu'il n'y a pas de courant depuis hier. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce problème-là, lorsque vous ne réglez pas... Ce n'est pas seulement la SNEL, il y en a beaucoup, même la régie des eaux aussi. Dans tout le secteur, nous sommes... Mais cette vie sociale, c'est ça qui crée l'agression rwandaise. C'est ça qui crée des poches de rébellion. C'est ça. Très bien. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous Pompon Njoli. Je rappelle qu'il est chercheur à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous avons exploité 2 sujets. Et voilà, merci, au revoir.